Et bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Alors nous y revoilà avec Laurent Chabal pour cet épisode 37, la partie 2. Un petit rappel de la discussion de la partie 1, nous sommes à Barcelone et Laurent nous a parlé de son parcours professionnel et perso, de son expérience ou son retour d'expérience sur son MBA qu'il avait fait à Madrid et son aventure startup. Maintenant je vous invite, si vous ne l'avez pas encore écouté, à aller écouter l'épisode précédent, donc l'épisode 37, partie 1. Je vous laisse maintenant avec la suite de l'interview, donc la partie 2. À de suite alors. Est-ce qu'on aborde la partie, ton retour, donc plus les activités entrepreneuriat à côté donc l'aventure startup à Madrid, vous l'avez finalisé ou ça s'est arrêté de soi-même parce que le marché n'était plus là, bon, il y a des changements d'orientation. Et Ouais. à un moment, tu t'es dit, bon, j'imagine, comme on dit, il faut toujours mettre du beurre dans les épinards. Retour, bon, après les parcours de vie. T'es allé à Barcelone dans le sens où je retourne chercher un taf, mais en gardant la casquette, ou comment a été fait ce changement? Alors, j'ai pas forcément une approche à faire les deux en parallèle. Par contre, ma première aventure startup et mon arrivée à Barcelone, là, il s'est écoulé à peu près un an et demi, 2 ans. Mhm. Là, j'ai surfé sur la vague en fait de l'écosystème que je connaissais déjà bien à Madrid et un peu à Barcelone aussi en termes de startup. Donc, du coup, là, j'ai fait pas mal de conseils freelance, surtout en stratégie Ah ok, t'as fait la passerelle. digitale. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, j'ai fourni des services à des startups qui démarraient, Mhm. des conseils stratégiques en IT, en marketing digital, en gestion de fournisseurs, en choix des fournisseurs aussi, parce qu'au début, quand on démarre, on peut pas employer, on n'a pas assez de Mhm. d'argent et puis c'est encore trop risqué pour recruter des gens Mhm. Ouais. quand tout est embryonnaire. Donc le mieux, c'est de prendre des partenaires extérieurs qui sont experts dans chaque sujet, hein, Tout- sujet ouais. marketing, sujet IT, etc. Mais Mhm. il faut bien les choisir. Donc j'ai accompagné quelques startups comme ça sur les premiers sujets. C'était intéressant, c'est des choses que je connaissais et puis j'étais passé par là, donc j'avais fait mes erreurs dans le passé aussi. J'avais vu ce qui marchait moins bien. Mhm. Donc ça a été super parce que du coup quand on travaille en freelance, on se sent vraiment libre. Pourquoi? Parce que tout est focalisé sur la valeur que vous Vous apportez. apportez Ouais. à l'entreprise. Donc, il n'y a plus d'une question d'un attachement, on va dire, viscéral à une entreprise Ouais. ou à des associés. Là, on est sur de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on nous paye Pour, pour du pour un résultat et résultat, ouais. pour de la valeur ajoutée. Donc, c'est vachement sain et c'est vachement enrichissant aussi. Parce que du coup, sur qu'on connaît très bien, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on ne connaît pas assez, comme on a vraiment une position d'expert, ben on apprend à apprendre encore plus Ok. euh, et à compléter les blancs parce que quand on vous attend sur une expertise, ben si vous savez 80% mais qu'on vous attend sur 100%, ben c'est à vous de compléter les 20% qui restent, quoi. Ah ouais, 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 Euh, ouais. donc on apprend ça aussi Ok. et à faire du réseau aussi intelligemment parce Oui. que là, et ça c'est vrai pour tout l'entrepreneuriat, pas seulement sur la partie freelance. Mhm. C'est que moi je dis toujours, vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Oui, ça c'est clair. Oui, Et ça c'est oui, clair. Mais je pense que le problème est surtout que quand les gens, et le réseau, c'est la force du réseau. c'est C'est ça. on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tout On savoir. peut Il pas tout suffit savoir. d'avoir un réseau suffisamment intelligent Exactement. pour solliciter des amis quand c'est nécessaire. Quelqu'un qui connaît quelqu'un. Non, mais je pense que c'est très important parce qu'on l'a déjà mis sur d'autres épisodes. C'est-à-dire que quand les gens se lancent à leur compte en entrepreneur avec une idée, ils font tout dans leur coin et se dire mais non, tu peux pas tout faire. À C'est un pas la moment, bonne faut approche. en parler autour de toi. J'ai besoin, tiens, on a discuté sur un épisode où la personne s'était lancée en freelance et qu'elle faisait sa compta toute seule au début, les factures et compagnie. Et à un moment dire non, mais tu prends quelqu'un qui te fait le bilan annuel parce que ton heure de travail, l'heure que tu passes, elle est supposée pour investir dans l'activité, pour la facturer au client. Et si tu passes 4 heures à faire ta compta, c'est de la valeur, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est de l'administratif, du non productif. Donc On est d'accord. c'est ça, c'est dans le sens, faut, et puis utiliser le réseau, c'est-à-dire que communiquer, et chercher de l'aide autour. Donc du coup, Et puis tu disais, ouais, c'est intéressant ce que tu disais parce que c'est une erreur récurrente, dire faire tout dans son coin. Pourquoi c'est une erreur récurrente? Parce que dans certains cas c'est bien
et dans certains cas, c'est pas bien. Et j'ai réfléchi pas mal à ça. Et je pense que quand tu dois faire un MVP, ce qu'on appelle en langage startup, minimal viable product, Yes. on va dire le premier prototype de Ouais. votre business, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être un business complet. Mais là, au final, si on est un petit peu versatile, qu'on sait faire pas mal de choses, ça peut être une bonne idée de faire le premier prototype, le premier MVP dans son coin tout seul. Oui. Si on est assez capable pour sortir un premier prototype présentable et qui montre bien votre concept, dans le cas où vous voulez tester votre idée, voir si ça match, voir si ça fonctionne, s'il y a de l'attraction de la part des prospects, des clients potentiels, ou si vous voulez attirer l'attention d'investisseurs parce que c'est un projet qui demande beaucoup de financement pour démarrer. Là, se mettre dans son coin et faire son premier proto tout seul, ça peut être une bonne idée parce que plus vous ajoutez des associés trop tôt, plus vous pouvez créer des incertitudes ou des problèmes de com ou des conflits stratégie, trop tôt. Ouais. Donc l'idéal, c'est de faire rentrer des gens sur un projet quand déjà il y a un petit peu de choses qui sont définies, qu'il y a un dessin, il y a une esquisse, quoi. Tu vois de mon expérience. Hein. Et donc, en tout cas, quand on parle de sujet associé, c'est intéressant à l'investisseur parce que je pense que le plus sain, c'est de séparer les deux. C'est-à-dire que je pense que c'est pas bon d'avoir un investisseur associé. Pour moi, le plus sain, c'est quand le projet a démarré et que vraiment on voit qu'il y a de l'intérêt et tout ça. S'il y a besoin d'argent, parce que c'est pas forcément le cas, hein, parce qu'aujourd'hui avec toute technologie cloud et tout, on peut avoir des fois des produits qui ont une croissance organique très forte, très vite, qui ne demandent pas d'investissement lourd au départ. Du coup, on peut potentiellement se passer d'investisseurs. Mais si on veut faire entrer des associés, à mon avis, le plus simple, c'est de faire entrer les associés, non pas sur des investissements en monnaie sonnante et trébuchante, mais plus sur des compétences clés dont a besoin l'entreprise pour se construire de façon solide et saine dès le début. Et du coup, avec une fiche de poste et de responsabilité très claire, c'est-à-dire que si le gars, toi tu me disais l'exemple d'un gars qui a fait son appli complète dans son coin tout seul, très bien, il a vu que ça commence à marcher, très bien, ben là il se dit, il me faut du marketing, parce que j'y connais rien en marketing, je suis mauvais, je vais prendre quelqu'un de confiance qui va prendre en main le marketing, qui est un gourou du marketing, et du coup on va s'associer. Il va avoir une partie du capital, voire même un plan stock option, vesting, ce que vous voulez. Quoi. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Hein, j'en passe et des meilleures sur Internet. Tu peux chercher des modèles, des exemples. Quoi, et toi, tu dois les connaître déjà. Mais du coup, basé sur les compétences et sur le commitment, sur un pôle d'activité particulier. Ça peut être les sales, ça peut être le marketing, ça peut être le légal. Si c'est un business qui demande beaucoup d'attention sur la partie compliance, RGPD, toutes ces choses-là, termes et conditions, voilà, il faut se poser la question quels sont les pôles clés de ce business et m'entourer d'associés qui ont une partie de la boîte, mais pas pour rien. C'est-à-dire que c'est vraiment avec un commitment très écrit noir sur blanc et un engagement noir sur blanc. Et c'est le plus simple, à mon avis. Oui, c'est ce qu'il faut faire dans la plupart du temps, de définir tous les cadres pour chaque participant. Bon, ça c'est valable un peu partout dans tous les domaines. C'est super intéressant les thématiques. On a abordé, je vais essayer de faire un petit résumé parce que on commence à être très long. On est tellement bavard, Joël, on pourrait passer. Aujourd'hui tu m'as gagné. Aujourd'hui tu m'as gagné, mais c'est un peu l'objectif aussi. Après on veut pas perdre nos auditeurs. Donc du coup tu as fait ton pivotement en faisant en fait du conseil lié à tout ce qui est de l'IT, quoi, en fait, c'est ça, hein. Et donc tu es revenu à Barcelone et maintenant tu es dans quelle activité, si on peut le partager, ou est-ce qu'on a rajouté cette thématique? Bien sûr. Moi j'ai absolument rien à cacher de toute façon. Moi quand je suis arrivé à Barcelone, je suis allé vraiment dans le secteur, je suis resté dans le secteur des technologies cloud et services IT, mais davantage orienté CRM au début, CRM et marketing automation. Customer. Donc
Voilà, mes quatre premières années à Barcelone, ça a été focalisé sur des produits type marketing automation, customer data platform, Mhm, donc utiliser les données pour segmenter les campagnes publicitaires, des choses comme ça. mhm. Et pendant pas mal de temps, quasiment 3 ans, chez FICI, sur des produits CRM. Ok. CRM au sens large, pas juste pour gérer un pipeline de sales, Mhm. mais aussi un CRM versatile qui savait faire aussi des campagnes de marketing, qui savait faire aussi de la gestion documentaire, Ah ouais, de la intégré. gestion de projet, voilà. Parce que vraiment, on est vraiment sur ça maintenant. On a tous les outils de Mailshot qu'on Ouais. peut connaître. Bon, Sending Blue je et sais pas si on peut dire des compagnie. marques, hein, mais Ouais, voilà, moi je les Mailchimp, cite. HubSpot, tous ces Ouais, trucs-là. ouais. Voilà. Ben, ces produits-là vont vers la partie sales. Tous les CRM orientés sales vont vers la partie marketing. En fait, tout ça, tout ce petit monde est en train de tellement se diversifier qu'on arrive à des outils maintenant qui au début étaient différenciés. On avait d'un côté le big data, on Ouais. avait le CRM, on avait le RP, on Mhm, avait le système de Mailshot pour les campagnes mhm. newsletter, emailing et tout ça. Et tout ça petit à petit est en train de s'agglomérer et devenir des outils énormes qui font tout. Ok. Sur ça, Salesforce l'a bien compris, hein, Ouais. parce que aujourd'hui, Ils ont investi pour faire la beaucoup. connexion, après ces années sur des produits SaaS, Ouais. je suis resté dans la même industrie, mais là, ça fait depuis l'été dernier que je suis passé dans le monde du recrutement de niche, de profil IT, pour la société Frank Recruitment Group. Ok. Et on cible justement des candidats, on essaye de placer des candidats chez nos clients en CDI ou en freelance Mhm. sur des technologies très pointues d'aujourd'hui comme Salesforce, Azure de Microsoft, Microsoft, ouais. Microsoft AVS. Dynamics, ouais, Amazon Web Services, Ouais. puis toute la partie ERP, SAP, Sage, Ouais, ça plus peut, ouais. les systèmes de RH, etc. Ah, c'est marrant parce que Et du excuse-moi, j'ai vu tout ouais, ça. Je l'ai vu ça vas-y, en vas-y. société ou dans des sociétés d'assurance où tu as t'as multi-pipeline, c'est-à-dire il y a du SAP d'un côté, il y a du Salesforce d'un autre côté parce que les clients utilisent l'un et que bien sûr chacun essaie de garder sa part du marché, on va dire. Mais au final, tu as aussi, je sais plus, on a parlé Salesforce, AVS aussi, donc Amazon Web AWS, Services, ouais. AWS, enfin AVS c'est plus en anglais ou en allemand, AWS. Tellement d'acronymes, on s'y Ouais, perd. on s'y perd. Moi-même au début, à l'époque, je connaissais pas trop. Et au final, il faut tout interconnecté parce que bien sûr, ils fonctionnent différemment. Et donc c'est ce milieu-là où il y a des gens très pointus, mais qui sont difficiles à dénicher en fait. C'est ça, hein. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est une problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de demandes des clients pour combler des postes qu'il Ouais. n'y a De de candidats profil. disponibles. Ouais. Et d'ailleurs, pour faire un petit aparté, je crois qu'aujourd'hui, on a un déséquilibre suivant les pays, parce qu'il y a des pays qui ont pris le virage à temps. Par exemple, je pense au Maghreb. Moi, je Ouais. vois aujourd'hui, il y a énormément de profils qualifiés qui sortent des écoles en technologie de l'information du Maroc, de Ouais. la Tunisie, d'Algérie, qui ont des profils vraiment parfaits pour rentrer directement sur des postes de développement, d'intégration logicielle, sur toutes les technologies qu'on a citées. Mhm. Et il y a d'autres pays qui n'ont pas fait ce virage assez fort sur les formations en technologie de l'information Mhm. et qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de profils techniques Mhm. sur ces technologies. Et c'est quasiment, entre guillemets, moi je le vois de mon milieu, hein, c'est quasiment un drame, je trouve, parce que il y a des développeurs juniors sur des technologies comme Salesforce, Azure ou toute la partie web, DevOps, ces parties-là, qui ont même pas 25 ans et qui gagnent des fois deux Ouais. fois le salaire d'un manager qui a 10 ans d'expérience sur un autre secteur. Si les pays qui n'ont pas pris ce virage à temps avaient communiqué suffisamment aux étudiants quand ils étaient encore en sortie de lycée Ouais. ou en train de se demander mais où est-ce que je vais? J'ai pas vraiment une passion particulière. J'aime bien la Mhm. technologie, j'aime bien les smartphones, j'aime bien les ordinateurs, j'aime bien les jeux vidéo. Mais bon, je sais Ouais. pas si je me lance dans l'informatique ou quoi. Mais n'importe quel jeune d'aujourd'hui, on lui dit ça, il dit à 25 ans, tu vas gagner deux fois le salaire d'un Ouais. ingénieur agronome.
Programme. du logiciel, en prof de programmation, qui, soit dit en passant, n'est pas du tout inintéressant, quoi. Je veux dire, c'est très créatif, c'est comme de l'art. Pour moi, c'est les ouvriers du digital aujourd'hui, les programmeurs, et c'est pas du tout dévalorisant d'être programmeur, au contraire, c'est très créatif. Mais on l'a pas mis en avant. Je m'en rends compte. Moi, je le vois avec mes enfants, c'est-à-dire que nous, notre génération. Il y a encore l'image de geek. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous, on a démarré avec nos vieux Windows 98 ou avant. On était un peu hybride avec le MS-DOS. On savait encore écrire des lignes de code. Mais les nouvelles générations, maintenant, moi je vois les enfants en 15 ans, ils ont tous des smartphones, ils ont des applications de fou derrière, qui font des vidéos, qui font du transcript de texte. Mais ils ne savent pas ce que derrière, il y a du code. Et le fait de former des gens à la programmation, alors qu'on peut se former soi-même en ligne, tout seul. C'est pas de la magie. C'est pas magique, voilà. Non, mais ça manque. Et je pense que dans le système scolaire, bon, après, je veux pas aller dans cette thématique un peu particulière, de dire, apprendre. Bon, il y a des écoles qui commencent à le faire, à apprendre à coder, à mettre des blocs pour faire de la programmation. Enfin, c'est le minimum, c'est-à-dire que moi, à notre âge, j'ai pas été trop dans l'IT, mais faire de l'automatisation de certaines activités ou programmer des choses sur son PC, ils savent pas faire. Ah ben moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Joël, et j'irai même plus loin, je dirais... Ils sont consommateurs. De toute façon, la tendance va vers là. Il y a déjà beaucoup de pays et de systèmes de scolarité où des cours d'initiation à la programmation font partie du programme, et je trouve ça très très bien. Et on devrait même l'élargir parce que ça prend pas beaucoup de temps de savoir taper au clavier sans regarder le clavier. C'est pas juste pour les secrétaires ou les dactylos. Nous, on l'a pas appris. Hein. Tout le monde. Moi, je l'ai appris. Enfin, je sais pas toi comment tu t'es débrouillé, mais moi, je l'ai appris chez moi le soir quand j'étais en école d'ingé. De temps en temps, j'avais pris un petit logiciel de dactylo. Oui, qui t'affichait. Oui, j'avais ça aussi avec le Carrefour. Oui. mais ça m'a servi ça fait 20 ans que ça me sert, et ça me fait gagner un temps fou de savoir taper au clavier sans regarder le clavier. D'ailleurs, je suis un des seuls souvent qui dit moi, il me faut un laptop depuis que je suis en Espagne. Il me faut un laptop avec un clavier AZERTY. Je peux pas travailler avec un clavier QWERTY parce que c'est pas la même disposition que clavier. Moi, j'ai appris à taper au clavier sur de l'AZERTY. Alors moi, je suis passé sur Alors que ceux qui tapent avec deux doigts, en regardant le clavier, du coup, c'est un clavier espagnol. Bon, c'est pas grave. Ils trouvent plus les accents. Moi, j'ai un clavier allemand. Enfin, voilà le petit aparté, quoi. Nickel. Mais de toute façon, après, il y a certains qui l'ont appris aussi, le clavier dans le pays où ils sont. Moi, je suis resté sur le clavier français. Okay. Mais c'est des... Je suis d'accord avec toi. C'est la programmation. Il faudrait au moins avoir que tout le monde aujourd'hui ait quelques notions, quoi. Ok. Après, j'aimerais revenir parce que j'imagine que tu as l'activité à côté de conseils que tu fais. Comment on peut te contacter, Laurent, pour ces thématiques? Par exemple, accompagner des gens qui veulent se lancer, que ce soit en Espagne ou après en dématérialisé ailleurs en Europe, ou des gens qui écoutent. Comment on peut te contacter, Laurent? Écoutez, moi de toute façon, je suis toujours disposé pour faire du networking, donner des conseils sur les sujets que je connais. Voilà, ça m'arrive de façon ponctuelle de temps en temps. Et voilà, ce sera un plaisir si vous me contactez de vous répondre. Moi, j'ai un email sur lequel je réponds le plus, c'est elchab79@gmail.com. Et puis j'ai bien sûr mon profil LinkedIn, si vous me cherchez sur LinkedIn, Laurent Chabal avec 2 B. Et voilà. Ok, donc, très bien. N'hésitez pas à me contacter. Écoute, Laurent, on mettra ça de toute façon avec le blog, avec cet épisode. J'étais ravi de pouvoir discuter avec toi de ces thématiques. Ça m'a permis moi aussi d'apprendre sur les orientations MBA. Il n'est jamais trop tard, mais je pense que les auditeurs auront aussi trouvé leur intérêt sur ces thématiques, et puis on les invite à venir interagir en mettant un commentaire ou en te contactant. Je serais ravi d'avoir un peu de retour là-dessus. Donc toute la partie marketing digital, les sales, accompagner des startups par rapport à ton vécu. Donc je pense que ça peut être très bien. Écoute, Laurent, merci beaucoup à toi. Je te dis à bientôt. Merci Joël. Un plaisir. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 37, la partie 1 et 2 avec Laurent Chabal vous a plu. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi.
Et j'aimerais avoir votre avis sur cet épisode aussi. Je vais vous appeler plus régulièrement à venir interagir, à m'écrire vos commentaires, que ce soit sur le blog associé à cet épisode ou en écrivant aussi sur les différentes applications, que ce soit sur Instagram. Vous pouvez toujours m'écrire dessus, je serais ravi de connaître votre feedback. La semaine prochaine, nous revenons à Hambourg. Nous allons discuter avec Vanessa Aye, ou Aye, une interview très sympathique. Vanessa accompagne les entrepreneurs sur différentes activités pour les aider à simplifier leur travail lorsqu'ils se lancent sur leurs nouveaux projets. Enfin, pour les utilisateurs de iTunes, mettez s'il vous plaît 5 étoiles, même moins si ça vous plaît pas tant que ça, avec un commentaire bien sûr. C'est surtout pour aider d'autres francophiles de trouver ce podcast et d'apprendre autant que vous le faites comme moi-même. Et dernièrement sur Spotify, alors j'ai vu qu'on pouvait mettre aussi des étoiles, mais je ne l'ai pas vu sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous le trouvez, faites-moi signe, je cherche toujours. Peut-être que je ne peux pas mettre d'étoiles sur mon propre podcast, qui sait. Sur Spotify, vous pouvez aussi, je mets de temps en temps, je teste les poolings, je pose des questions. Donc si vous les voyez, ça serait pas mal de cliquer dessus. Déjà, ça me permettra de voir si ça marche vraiment. Et puis surtout, ça me permet d'avoir votre opinion pour chercher des profils dans la direction qui vous intéresse. Donc je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.